Je m'appelle Dominique Young, un steward de 35 ans. Je suis habitué à des emplois du temps chargés comme celui-ci, mais cette fois, c'était différent. Mon corps était complètement épuisé. Mes yeux me piquaient par manque de sommeil, et mon dos me faisait terriblement mal à force de me pencher constamment pour servir les passagers. Tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison. Pas le petit appartement à Chicago, mais la maison à Nipville où vivent mes parents. J'imaginais toute la famille réunie autour de la table du dîner. Ma mère, Linda, préparant mon rôti de viande préféré. Mon père, Robert, racontant de vieilles histoires et moi, capable d'oublier toute la fatigue dans la chaleureuse étreinte de ma famille. C'est pourquoi j'ai décidé de conduire directement de l'aéroport jusque-là, même si j'étais complètement vidé. L'autoroute vers Nipville m'était si familière que je pouvais la conduire sans avoir besoin de regarder les panneaux. Le vent froid de décembre s'engouffrait par la fenêtre légèrement ouverte, apportant l'odeur d'une pluie fine mêlée au gaz d'échappement. La voiture a tourné dans le quartier familier, des maisons en bois avec des clôtures blanches et des arbres verdoyants. Mon cœur battait un peu plus vite d'excitation. Mais quand la voiture s'est arrêtée devant le portail, tout est soudainement devenu silencieux. Le portail en fer était verrouillé par une chaîne pendante et le vieux cadenas que mon père n'utilisait que très rarement. Le jardin de devant était d'un noir d'encre, pas une seule lumière allumée. Normalement, ma mère allumait toujours la lumière du porche dès le crépuscule, comme un accueil silencieux pour quiconque pourrait passer. J'ai coupé le moteur et je suis resté immobile dans l'habitacle sombre, les yeux fixés à travers le pare-brise pour observer. Il n'y avait aucun signe de vie. Pas d'aboiement de chien, pas de lumière vacillante à la fenêtre du salon. Et même la vieille camionnette de mon père avait disparu du garage. Je me suis rassuré. Peut-être que maman et papa sont allés rendre visite à des parents ou qu'ils sont sortis dîner. Ce n'est pas grave. Mais au fond de moi, un étrange pressentiment a commencé à s'insinuer. Je n'avais jamais vu la maison comme ça. Pas même quand je n'avais pas appelé à l'avance. J'ai sorti mon téléphone de la poche de ma veste, mes mains tremblant légèrement de froid et d'épuisement. L'écran s'est allumé et j'ai composé le numéro de mon père, Robert Young. La sonnerie a retenti encore et encore. Une sonnerie, 2 sonneries, puis 5. Personne n'a répondu. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Est-ce que papa est en train de conduire ou a-t-il laissé son téléphone à la maison? J'ai réessayé, mais ce n'était toujours que le son désespéré des bips. Puis j'ai appelé ma mère. Son numéro, celui que je connais par cœur depuis que je suis petit. Le téléphone a sonné et sonné comme un écho dans le vide. Pas de réponse. J'ai appelé encore et encore, chaque attente s'étirant comme des siècles. Maintenant, le pressentiment était clair. Ce n'était pas une absence normale. Mes parents n'étaient pas du genre à ignorer leur téléphone, surtout sachant que je pouvais appeler à tout moment avant mes vols. J'avais la gorge sèche, des sueurs froides perlaient malgré le temps glacial. Qu'est-ce qui se passe, bordel, me suis-je murmuré, serrant le téléphone si fort que mes jointures blanchissaient. J'ai décidé que je ne pouvais plus attendre. Je suis sorti de la voiture. Le vent froid m'a giflé le visage comme un couteau. Le quartier était calme, seulement le bruissement des feuilles sous mes pieds. Je me suis dirigé vers la maison voisine, celle de Madame Ruth Anderson, une veuve âgée qui vivait ici depuis avant ma naissance. Elle était toujours amicale et apportait souvent des biscuits chez nous pendant les fêtes. J'ai frappé à la porte. Le son a résonné dans la nuit. Il a fallu un moment avant qu'elle n'ouvre, vêtue d'un peignoir, ses lunettes glissant sur son nez. « Dominique, tu es de retour. Pourquoi es-tu ici si tard ?» Elle avait l'air surprise, sa voix légèrement tremblante avec l'âge. « Bonjour, Madame Ruth. Je suis désolé de vous déranger, mais je n'arrive pas à joindre mes parents. Les avez-vous vus? La maison est complètement sombre et le portail est verrouillé. » Madame Ruth m'a regardé, puis a jeté un coup d'œil vers notre maison, son expression changeant. Elle a soupiré et m'a tiré sur le porche pour nous abriter du vent. « Dominique, je ne sais pas comment dire ça. Il y a quelques jours, j'ai vu tes parents faire leurs bagages. Ils les ont chargés dans la vieille camionnette et sont partis. Quand j'ai demandé, ils ont juste souri tristement et ont dit qu'ils partaient temporairement. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai pas osé en demander plus. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Je suis resté figé, mon cerveau luttant pour traiter l'information. Faire leurs bagages? Savez-vous où ils sont allés? Ils ne m'ont rien dit du tout. Elle a secoué la tête,
caressant le bord de son peignoir. Non, mon cher. Ils ont juste dit qu'ils devaient partir. Mais ce matin, quand je suis allé faire des courses au supermarché à quelques rues d'ici, j'ai vu cette camionnette garée dans un coin caché. Je ne suis pas sûr qu'elle y soit encore, mais elle lui ressemblait trait pour trait. Peinture écaillée, vitres poussiéreuses. J'ai senti le sang me monter à la tête, mes oreilles bourdonner, choqué, complètement déconcerté. Mes parents, des personnes âgées, pourquoi feraient-ils leurs valises et partiraient-ils comme ça? Qu'est-ce qui pouvait être si grave pour qu'ils ne m'appellent pas? J'ai essayé de presser Madame Ruth pour plus de détails, mais elle a juste secoué la tête, disant qu'elle ne savait rien d'autre. Je suis désolé, mon cher. C'est tout ce que j'ai vu. Tu devrais essayer de vérifier au supermarché. Je l'ai remercié dans un état second, l'esprit en ébullition. Je suis retourné à la voiture, mes mains tremblant en insérant la clé. Mon cœur battait comme un tambour de guerre, mon esprit vide, à l'exception d'une vague peur. Le supermarché n'était pas loin, juste quelques minutes de route, mais ce trajet m'a semblé interminable. J'imaginais toutes sortes de choses, un accident, une maladie, ou pire, quelqu'un les forçant. Non, ça ne peut pas être ça, me suis-je dit. Mais ma prise sur le volant s'est resserrée. Quand je suis arrivé, le supermarché était fermé, le parking faiblement éclairé par les lampadaires jaunâtres. J'ai conduit lentement, scrutant partout. Puis, dans un coin isolé derrière une rangée de chariots abandonnés, je l'ai vu. La vieille camionnette de la famille. Peinture verte écaillée par plaques, vitres couvertes de poussière, pneus usés. Mon cœur s'est serré. Je me suis garé à côté, je suis sorti, mes jambes lourdes comme du plomb. L'air nocturne était glacial, mais la sueur coulait quand même. Je me suis approché, ma main touchant la portière. Le métal froid a percé ma peau. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la portière. Elle a grincé bruyamment, et immédiatement une odeur de renfermé et étouffante m'a frappé au visage. L'intérieur était d'un noir d'encre, mais sous la faible lumière du lampadaire qui filtrait, je les ai vus. Robert et Linda, assis serrés l'un contre l'autre sur la banquette arrière, la tête baissée, mangeant des morceaux de pain sec. Ils avaient l'air amaigris par rapport à mon souvenir, leurs vêtements froissés, leurs visages creusés dans la pénombre. L'espace à l'intérieur de la camionnette était suffocant de promiscuité. Juste quelques sacs personnels, des vêtements pliés à la hâte, quelques bouteilles d'eau, des boîtes de crackers périmées et une vieille couverture. Rien d'autre. Ce n'était pas un voyage. C'était une vie d'errance. Je suis resté figé, incapable de parler. Une vague de douleur m'a envahi, mêlée à une culpabilité écrasante. Pendant que je volais entre les villes, souriant aux passagers, profitant des repas dans l'avion, mes parents, les personnes qui avaient sacrifié leur vie entière pour moi, vivaient comme des sans-abri dans cette très vieille camionnette. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi ne m'ont-ils pas appelé? Je voulais crier, pleurer, mais ma gorge était nouée. Mes parents m'ont regardé, leurs yeux lasses. Ils n'ont rien dit, baissant simplement la tête en silence. Ma mère s'est mordu la lèvre, serrant fermement le morceau de pain. Mon père a soupiré, ses épaules s'affaissant. Je voulais exiger des réponses, savoir ce qui les avait poussés à ce point. Mais en voyant leur situation, la honte et l'épuisement sur leur visage, je n'ai pas pu me résoudre à les questionner. Je ne pouvais que rester là, les larmes coulant sur mes joues, et murmurer « Maman, papa, je suis à la maison ». Mais à cet instant, je savais que la vie paisible dont j'avais rêvé était brisée, et que le cauchemar ne faisait que commencer. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de retrouver mon calme au milieu du froid mordant de la fin de soirée. Le parking du supermarché était désert, seul le hurlement du vent sifflant à travers les lampadaires vacillants. Je ne pouvais pas laisser mes parents là une seconde de plus. « Maman, papa, laissez-moi vous aider à sortir », ai-je dit doucement, ma voix tremblante. J'ai tendu la main dans la camionnette, saisissant d'abord le bras de ma mère. Elle était légère comme une plume, comme un fantôme, sa peau glaciale à cause du froid qui s'infiltrait par les fines vitres de la camionnette. Maman est sortie, ses jambes un peu instables, et j'ai dû la tenir fermement pour qu'elle ne tombe pas. Puis ce fut le tour de papa. Il était plus lourd, mais ses jambes tremblaient comme si sa force avait été drainée depuis longtemps. Il a pris ma main, la serrant légèrement, mais il n'a pas croisé mon regard, peut-être par honte ou par peur que je voie la douleur dans ses yeux. Nous avons marché vers ma voiture, un lourd silence nous enveloppant comme un brouillard. J'ai ouvert la portière arrière,
aidé mes parents à s'installer, puis j'ai rapidement rassemblé les quelques sacs de la camionnette, ses possessions pitoyables et maigres. Quelques vieux vêtements, un thermos et le pain sec restant. Mon cœur s'est serré à l'idée qu'il vivait comme ça depuis des jours. Depuis combien de temps? Une semaine? 2 semaines? Et moi, leur fils adulte, j'avais plané haut dans les cieux, complètement inconscient. La culpabilité m'a submergé comme une vague déferlante, me donnant envie de crier. Mais je me suis mordu la langue, j'ai démarré le moteur et je suis parti dans la nuit. Pendant tout le trajet de retour vers Chicago, personne n'a dit un mot. Le bourdonnement régulier du moteur se mêlait au faible murmure de la station de radio locale, mais personne n'écoutait. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu mes parents assis serrés l'un contre l'autre, regardant par les vitres noires. La tension remplissait l'espace exigu de ma vieille berline comme une bombe à retardement. Je pouvais clairement sentir leur honte. Mon père, l'homme qui avait autrefois été fier de la maison qu'il avait construite de ses propres mains, maintenant réduit à l'errance. Ma mère, la douce femme au foyer, maintenant recroquevillée comme une enfant perdue. Et moi. Je serrais juste le volant, essayant de ne pas laisser couler plus de larmes. Un mauvais pressentiment s'est insinué, mais je l'ai repoussé, me concentrant sur la conduite en toute sécurité. Le temps que nous arrivions à mon appartement dans le centre de Chicago, il était très tard, presque minuit. Le vieil immeuble avec ses néons vacillants dans le couloir n'était pas grand-chose, mais au moins il faisait chaud. Je me suis garé dans le garage souterrain, puis j'ai aidé mes parents à entrer dans l'ascenseur. Maman s'est appuyée sur moi, respirant lourdement d'épuisement. Papa marchait lentement, serrant les sacs comme s'il avait peur de les laisser tomber. J'ai déverrouillé la porte de l'appartement. Un petit espace avec un salon qui servait aussi de cuisine, une chambre et un balcon donnant sur la rue. J'ai allumé les lumières et une lueur jaune et chaude a inondé la pièce, chassant une partie de l'obscurité. Puis j'ai mis le chauffage au maximum, le ventilateur d'air chaud bourdonnant bruyamment. « Maman, papa, asseyez-vous ici », ai-je dit en les guidant vers le vieux canapé. J'ai pris des couvertures dans le placard, les enroulant fermement autour de maman, puis de papa. Ils se sont assis, le corps voûté, l'air pitoyablement petit. Je n'ai pas attendu plus longtemps et je me suis précipité dans la cuisine pour préparer rapidement une marmite de soupe. Heureusement, le réfrigérateur contenait encore des légumes et du poulet de la semaine dernière. J'ai coupé rapidement, tout jeté dans la marmite, porté à ébullition avec un peu de sel et d'assaisonnement. L'arôme de la nourriture s'est répandu, rendant la pièce moins froide. Pendant que ça mijotait, j'ai préparé 2 tasses de thé chaud, ajoutant une touche de miel pour le rendre plus facile à boire. Quand je les ai apportés, mes parents m'ont regardé avec des yeux pleins d'hésitation, mêlés de honte et de peur. Ils ont mangé lentement, leurs mains tremblant légèrement de froid et de fatigue. Maman sirotait chaque cuillerée de soupe comme si elle n'avait rien mangé de chaud depuis des lustres. Papa a bu le thé, la chaleur le relaxant un peu, mais je pouvais voir clairement qu'il cachait quelque chose. Leur regard fuyant, leurs lèvres pincées, comme si parler ne ferait qu'empirer les choses. Je me suis assis en face d'eux, sans plus tourner autour du pot. « Maman, papa, dites-moi, pourquoi viviez-vous dans la camionnette comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ma voix était calme, mais mon cœur battait à tout rompre, attendant anxieusement leur réponse. Ils se sont regardés, puis maman a soupiré. « Fils, notre maison, elle a été vendue. » Ces mots m'ont poignardé en plein cœur comme un couteau. Même si je l'avais en partie deviné, d'après les paroles de Madame Ruth, d'après la camionnette, l'entendre confirmer m'a serré le cœur. La douleur en moi est montée brusquement comme de l'acide corrodant tout. La maison de Nipville où j'ai grandi, avec le jardin de roses de maman. Le garage où papa m'a appris à réparer les voitures. Le salon avec les photos de famille. Tout avait disparu. J'ai dégluti difficilement, ma voix rauque. Qui a vendu la maison? Avez-vous signé les papiers? La maison est à mon nom. Papa a interrompu, sa voix lasse. Calme-toi, fils. Laisse-moi t'expliquer depuis le début. Il a hésité, puis a raconté d'une voix hachée. Quelques jours plus tôt, mon frère cadet, Lucas Young, avait amené un groupe d'inconnus à la maison. Ils prétendaient être des acheteurs, porteurs de paperasse, parlant de droits de propriété. Ils ont exigé que mes parents fassent leur bagage immédiatement car la transaction était terminée. Mes parents ont paniqué. Ces étrangers étaient froids et ont menacé d'appeler la police s'ils ne partaient pas. Mes parents n'ont eu d'autre choix que de charger leurs affaires dans la camionnette et de partir.
Chaque mot de maman était comme un éclat de verre tranchant qui me transperçait le cœur. La colère est montée par vagues brûlantes, faisant bouillir mon sang. Lucas, encore, le petit frère que j'avais autrefois protégé, que je croyais capable de changer. De vieux souvenirs ont reflué, les dettes de jeu, les fois où il avait failli entraîner toute la famille dans l'abîme. À l'époque, c'est moi qui étais intervenu, vidant mes économies, empruntant davantage pour acheter une nouvelle maison pour mes parents, et la mettant à mon nom pour les protéger. Pourtant, cette fois, il avait vendu la maison. La maison que j'avais achetée pour eux. Comment avait-il pu faire ça? Lucas a vraiment fait ça? De quel droit, ai-je grogné, mes poings se serrant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Maman a rapidement essayé de me calmer, sa voix tremblante. Fils, ne te fâche pas. Il devait avoir ses raisons. Après tout, vous êtes frères de sang. N'en fais pas toute une histoire où notre famille s'effondrera. Mais ces mots n'ont fait qu'attiser ma rage. Pendant des années, j'avais choisi le silence, choisi le sacrifice juste pour garder la famille intacte. Et voilà le résultat. Mes parents errant sans abri à cause de l'enfant qu'ils aimaient le plus. Ma patience avait atteint sa limite. Je me suis levé brusquement, ne voulant plus accepter de dérobade ou de protection. J'ai dit fermement, je dois aller le voir tout de suite. Mes parents m'ont regardé avec inquiétude, mais ne m'ont pas arrêté. J'ai quitté l'appartement dans un état de tension, le cœur battant comme s'il allait exploser. La nuit de Chicago était glaciale, le vent hurlant à travers les gratte-ciel, mais je ne sentais rien d'autre que la colère. J'ai conduit directement à l'endroit que Lucas louait, un complexe d'appartements bon marché en périphérie où je lui avais rendu visite quelques fois pour prendre de ses nouvelles. Le trajet était long, mais mon esprit n'était rempli que d'images. Lucas souriant, faisant des promesses, puis nous trahissant à nouveau. Quand je suis arrivé, je me suis garé devant le bâtiment délabré, les faibles lampadaires projetant des ombres sur les murs couverts de graffitis. J'ai monté les escaliers jusqu'au 3e étage, l'odeur de moisissure et de déchets m'agressant le nez. La porte de Lucas était entr'ouverte, une musique rock assourdissante s'en échappant. Je l'ai poussé sans frapper, et la scène devant moi m'a laissé stupéfait. Le petit appartement de fortune était dans un désordre horrible. Le sol était jonché de canettes de bière vides, de mégots de cigarettes, de bulletins de Paris froissés éparpillés partout. L'air était épais de l'odeur d'alcool mêlée à la fumée de cigarettes rassis. Sur la table, des bouteilles d'alcool à moitié vides côtoyaient une pile de papier en désordre. Des factures impayées, des bulletins de Paris sur le football. Un seul coup d'œil et je savais que Lucas était toujours plongé dans ses vieilles habitudes. Pas de travail stable, accro aux jeux et aux stimulants. La chute ne s'était jamais arrêtée. Elle n'avait été cachée que pendant une courte période. Mon cœur s'est tordu. J'avais cru qu'il avait changé. Je m'étais leurré en pensant que ses vieilles promesses étaient réelles. Et maintenant, il avait vendu la maison de nos parents pour payer des dettes de jeu. Lucas était assis sur le canapé usé, en train de fumer, et quand il m'a vu, son visage est devenu blême. « Dom, pourquoi es-tu ici à cette heure » balbutia-t-il, se levant précipitamment, s'empressant de nettoyer le désordre. Des canettes de bière ont roulé sur le sol, des bulletins de Paris se sont envolés. Je n'ai pas attendu. Je me suis précipité en grognant, « Que as-tu fait de la maison de maman et papa? Tu l'as vendue? Comment as-tu osé amener des étrangers pour les expulser ?» Je lui ai saisi le col, le plaquant contre le mur. Mes yeux brûlaient de rage. Lucas a évité mon regard, son visage exsangue. « Calme-toi, frangin. Ce n'était pas comme ça. J'ai juste emprunté temporairement. Puis ils m'ont trop mis la pression. J'ai dû vendre. Dû vendre la maison qui est à mon nom, ai-je rugi. De quel droit? Lucas a dégluti difficilement, sa voix tremblante. Je ne pensais pas que ça irait si loin. C'était juste des papiers temporaires. Je comptais tout rembourser et la racheter. Je le jure. Qu'est-ce que tu jures, les jeux coupés? Il y a 3 ans, tu as juré la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a détourné le visage, sa voix s'éteignant. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils expulsent maman et papa. Je ne voulais pas que ça arrive. J'ai laissé échapper un rire amer et creux. Tu ne voulais pas, sais-tu seulement où ils sont en ce moment? Lucas, sais-tu? Ils vivent dans la camionnette, ai-je dit lentement, chaque mot comme un clou qu'on enfonce. Ils mangent du pain sec dans cette vieille camionnette moisie. Lucas est resté figé un instant,
puis a secoué la tête frénétiquement. Ce n'est pas ma faute. Les dettes étaient trop pressantes. Les usuriers m'ont menacé. La mafia, tu sais, je n'avais pas d'autre choix. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, ma voix est devenue basse. Jamais la tienne. Il a levé les yeux, rouge, mais essayant toujours de se défendre. Tu ne comprends pas. Tu as un travail stable, de l'argent. Mais moi. Je l'ai coupé. Ne me blâme pas. Je t'ai assez porté. La pièce est tombée dans un lourd silence. J'ai regardé Lucas et pour la première fois, je n'ai plus vu mon petit frère. Juste un étranger évitant désespérément ses responsabilités. À cet instant, j'ai compris. Le plus terrifiant n'était pas que Lucas soit tombé. Il aurait pu se relever. Mais c'est qu'il n'avait jamais vraiment accepté sa culpabilité ni ressenti de remords. La confiance à laquelle je m'étais si longtemps accroché s'est complètement effondrée. Comme un château de cartes qui s'écroule. J'ai relâché ma prise, reculé, me sentant vidé au point d'être vide. J'ai dit, ma voix glaciale. Cette fois, débrouille-toi tout seul. Je ne te sauverai plus. Lucas a appelé derrière moi, mais j'avais déjà tourné les talons et j'étais parti, portant une décision qui, je le savais, changerait tout à partir de ce moment. J'ai quitté l'appartement de Lucas dans un état de rage extrême, à peine capable de contrôler ma respiration. La colère était comme une bombe à retardement dans ma poitrine, faisant battre mon cœur à tout rompre, le sang affluant à ma tête en vagues brûlantes. Cette pièce encombrée avec son odeur suffocante d'alcool et ses bulletins de Paris éparpillés me hantaient encore alors que je dévalais les escaliers, mes pieds se déplaçant à la hâte comme pour fuir. La porte du bâtiment délabré s'est ouverte en grand, et le vent nocturne de Chicago m'a giflé le visage avec une froideur glaciale, mais je ne sentais rien d'autre que la fureur qui brûlait en moi. J'ai sauté dans la voiture, inséré la clé avec des mains tremblantes, et démarré le moteur. Il a rugi. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur et j'ai foncé dans l'obscurité, les faibles lampadaires défilant comme des traînées de lumière fugaces. J'ai conduit sans but dans la nuit, l'esprit vide. Les rues de Chicago tard dans la nuit étaient désertes, seulement le bruit des pneus roulant sur la route mouillée après la pluie et le faible murmure d'une vieille chanson rock à la radio que je n'ai pas pris la peine d'éteindre. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures blanchissaient et me faisaient mal, mais je n'ai pas lâché prise. La rage a progressivement cédé la place à de vieux souvenirs qui ont reflué comme une bobine de film au ralenti me tirant dans le passé. Il y a 3 ans, tout a commencé à dérailler. Une petite fissure au début, mais elle s'est lentement élargie pour devenir un abîme. Je me souvenais de tout clairement. Et maintenant, dans l'obscurité de cette nuit, ces images sont devenues vivantes, douloureusement nettes. Il y a 3 ans, j'étais encore un steward très occupé, volant d'une ligne à l'autre. De New York à Paris, puis de retour à Los Angeles. Ma vie à l'époque se résumait à des valises, des hôtels inconnus et de courts appels vidéo avec la famille. Lucas avait 28 ans à l'époque, le petit frère que j'ai toujours vu comme un enfant ayant besoin de protection. Il avait été un gamin intelligent, bon à l'école, mais ensuite tout a changé. Lucas est tombé profondément dans le jeu, les casinos et les stimulants. Au début, je ne savais pas. Comment aurais-je pu, étant à l'autre bout du monde? Mais les premiers signes furent des appels sporadiques pour emprunter de l'argent. « Frangin, tu peux me prêter un peu pour l'essence » disait-il nonchalamment. Puis les montants ont augmenté. J'ai besoin de rembourser un ami, juste temporairement. J'ai envoyé l'argent en pensant que c'était anodin, mais au fond de moi, je me sentais mal à l'aise à cause de mes voyages de travail constants et de mes vols sans fin. Je n'ai réalisé que quelque chose n'allait pas que lorsque mes parents ont commencé à s'inquiéter et à éluder les questions chaque fois que je demandais des nouvelles de Lucas. Lors de nos appels vidéo du week-end, maman forçait un sourire. Ses yeux lisaient « Lucas va bien, fils. Il est juste occupé par son travail. » Papa changeait habilement de sujet. « Quel est ton prochain vol? Raconte-moi. » J'ai insisté, mais ils ont juste secoué la tête en disant que ce n'était rien. Une inquiétude sans nom grandissait en moi, mais le tourbillon du travail m'a rapidement emporté. Je me suis convaincu que c'était juste une inquiétude inutile. Jusqu'au jour où tout a explosé. C'était un après-midi d'été étouffant. Je venais d'atterrir de Londres, épuisé mais excité de rentrer à la maison. La voiture s'est arrêtée devant notre ancienne maison à Aurora, une maison en bois à 2 étages avec un petit jardin où Lucas et moi avions grandi. Mais en entrant, une atmosphère lourde enveloppait tout. Mes parents étaient assis dans le salon,
le visage pâle, tenant un papier froissé. « Tu es à la maison ?» a dit maman, sa voix tremblante avant de fondre en larmes. Papa a soupiré et m'a tendu le papier. L'avis de saisie hypothécaire de la banque. Mon cœur s'est serré. La maison, le seul bien de la famille rempli de souvenirs, risquait maintenant d'être saisi. Il s'est avéré que Lucas avait trompé mes parents pour qu'ils signent une hypothèque. Il les a approchés avec une expression pitoyable. « Maman, papa, j'ai besoin d'emprunter temporairement pour traverser cette période difficile. C'est juste un prêt à court terme. Je le rembourserai tout de suite. » Il leur a parlé de ses dettes de jeu croissantes, de mauvais amis qui le pressaient, et pire, de menaces de la mafia s'il ne payait pas. Par amour pour leur plus jeune fils et par peur qu'il ne s'implique avec la mafia, mes parents ont accepté de signer sans bien comprendre les conséquences. Ils pensaient le sauver, mais en réalité, ils poussaient toute la famille dans l'abîme. Quand tout a été révélé, la banque a envoyé l'avis de saisie car Lucas n'avait pas payé. Mes parents ont enfin réalisé. Je me souviens clairement de leurs yeux désespérés. Maman assise et pleurant, se blâmant. Comment ai-je pu être si stupide de lui faire confiance comme ça? Tandis que papa baissait la tête, les épaules affaissées, murmurant « J'ai échoué ». Je suis immédiatement allé chercher Lucas. Il était dans un bar de banlieue bon marché, ivre au milieu de canettes de bière vides et d'amis louches. Quand je l'ai traîné dehors, il a même essayé de sourire. « Dom, tu es de retour. Ce n'est pas grave. » Mais quand je l'ai confronté, il s'est effondré à genoux sur le trottoir, les larmes coulant. « Frangin, j'ai eu tort. C'est ma dernière erreur. Je jure que j'arrêterai de jouer, d'arrêter de boire, de recommencer à zéro. » Sa voix tremblait de promesses. Mes parents, quand ils l'ont su, n'ont pas pu se résoudre à le gronder durement. Ils l'ont juste serré dans leurs bras. Maman lui caressant les cheveux. « Change, fils, et notre famille ira bien. » Papa a hoché la tête. « Nous te croyons cette fois. » J'étais déchiré entre la colère et la compassion. Déçu et tourmenté. En colère contre Lucas pour avoir trahi la confiance, pour avoir poussé la famille au bord du gouffre. Mais j'avais pitié de lui car après tout, il était mon frère de sang, le gamin à qui j'avais appris à jouer au football, celui que je protégeais des brutes à l'école. Finalement, j'ai décidé d'assumer les conséquences pour toute la famille. Je ne pouvais pas laisser mes parents devenir sans abri à leur âge. J'ai retiré toutes mes économies accumulées au fil des ans, les salaires de Stewart, les primes de long courrier que j'avais mises de côté pour mon avenir. Ce n'était pas assez, alors j'ai emprunté davantage à la banque à des taux d'intérêt exorbitants et j'ai supplié de vieux amis et collègues pour des prêts sans intérêt. Au total, une somme énorme, mais j'ai serré les dents et j'ai supporté. J'ai utilisé cet argent pour acheter une nouvelle maison pour mes parents à Nippeville. Plus petite mais confortable, avec un jardin luxuriant à l'avant et un garage assez grand pour la vieille camionnette. Pour éviter que cela ne se reproduise, j'ai mis la maison à mon nom, y voyant la protection ultime pour eux. À partir de maintenant, vivez ici. La maison est à mon nom, donc tout sera plus sûr, leur ai-je dit fermement. Ils ont hoché la tête, les yeux rouges de gratitude. Lucas a fait toutes sortes de promesses. Frangin, je trouverai un travail et je te rembourserai. J'ai hoché la tête, plein d'espoir, bien que mon cœur soit rempli de doutes. Une période de calme a suivi. Lucas semblait changer. Il a trouvé un travail à temps partiel dans un café, traînait moins et rendait parfois visite à mes parents avec de petits cadeaux. Pas de gros problèmes, plus d'emprunts. Je me suis convaincu que mon frère avait vraiment changé, que ses vœux n'étaient pas des mensonges. À chaque vol de retour, je voyais la famille réunie, riant et parlant, et je pensais, Dieu merci, tout va bien. J'étais même fier de ma décision, croyant que l'amour fraternel avait prévalu. Mais l'image de mes parents recroquevillés dans la camionnette m'a ramené à la réalité. Je conduisais dans la nuit, serrant le volant, et j'ai réalisé que Lucas n'avait jamais vraiment changé. Il avait seulement appris à mieux le cacher. Les faux sourires, les promesses vides, et maintenant cette deuxième trahison. Vendre la maison pour payer des dettes de jeu. La colère a de nouveau surgi, mêlée à une douleur déchirante. Comment avais-je pu être si stupide? Comment avais-je pu le laisser me tromper encore et encore? La voiture filait sur l'autoroute, les phares perçant la route sombre. Mais à l'intérieur de moi, l'obscurité était encore plus épaisse. Je savais qu'à partir de cette nuit, je devais agir. Pas pour Lucas, mais pour mes parents,
pour moi-même. Je suis rentré à l'appartement à l'aube, les premières lueurs du matin perçant faiblement à travers les gratte-ciel de Chicago, peignant un coin du ciel en rouge. La pièce était encore chaude du chauffage que j'avais allumé avant de partir, mais l'atmosphère était lourde, comme une plaque de plomb pressant sur ma poitrine. Mes parents dormaient sur le canapé, des couvertures enroulées fermement autour d'eux, leurs visages décharnés visibles dans la faible lueur de la veilleuse. Je ne les ai pas réveillés. J'ai tranquillement enlevé ma veste, me suis assis dans le fauteuil en face et j'ai regardé dans le vide. Mon esprit tourbillonnait d'images. Le visage pâle de Lucas, les bulletins de Paris éparpillés, et mes parents recroquevillés dans la camionnette. J'ai essayé de m'allonger sur le lit, espérant que le sommeil viendrait, mais cette nuit-là, je me suis retourné sans cesse. Mon lit, un simple lit dans la chambre exiguë, était habituellement l'endroit où je me reposais après de longs vols. Mais ce soir, il ressemblait à un instrument de torture. Je me suis roulé d'un côté à l'autre. Les draps et les couvertures étaient froissés, la sueur coulait malgré le froid. Mes yeux sont restés grands ouverts, fixant le plafond fissuré. Des fissures qui reflétaient ma famille en ce moment. J'ai à peine dormi, ne somnolant que par courtes rafales cauchemardesques. Dans mes rêves fragmentés, je voyais Lucas à genoux s'excusant comme il y a 3 ans, pour ensuite ricaner et se transformer en une ombre qui engloutissait mes parents. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant, des sueurs froides me trempant. Ça ne peut pas continuer, me suis-je murmuré, m'asseyant pour m'essuyer le visage. La décision s'était cristallisée. Je devais dénoncer Lucas. Plus de dissimulation. Plus de pardon. C'était la dernière limite. Quelques heures plus tard, lorsque la lumière à l'extérieur de la fenêtre est devenue plus vive, j'ai réussi à m'assoupir brièvement. Le sommeil était léger et interrompu, juste assez pour empêcher mon corps de s'effondrer. Quand je me suis réveillé, le soleil était complètement levé. La lumière du matin filtrait par la fenêtre et projetait une lueur pâle sur la pièce. Mon corps était endolori par le manque de sommeil, mais les restes de la colère de la nuit dernière gardaient mon esprit tendu. Je suis allé tranquillement à la cuisine et j'ai préparé un petit déjeuner simple pour tout le monde. Œufs au plat, pain grillé et café noir. L'odeur de la nourriture s'est répandue dans l'appartement, une faible tentative pour dissiper l'atmosphère lourde. Peu de temps après, mes parents se sont réveillés. Maman s'est frotté les yeux et est sortie, l'épuisement encore gravé sur son visage. Papa s'est assis lentement, les épaules affaissées comme s'il portait toujours un fardeau implacable. Nous nous sommes assis autour de la petite table à manger. Le silence s'est étiré. Personne n'a parlé en premier, seulement le léger cliquetis des cuillères contre les bols, le craquement sec du pain grillé et des bruits de mastication décousus. Maman me jetait de temps en temps un regard inquiet. Papa gardait la tête baissée, les yeux fixés sur l'assiette d'œufs devant lui. Je n'en pouvais plus et j'ai brisé le silence en évoquant la confrontation de la nuit dernière avec Lucas. J'ai vu Lucas hier soir, ai-je dit, ma voix calme et résolue, en posant ma cuillère. Il a tout avoué. Il a vendu la maison pour payer des dettes de jeu, il a falsifié des documents. Mes mots étaient comme une bombe à retardement, rendant l'air encore plus tendu. Maman a cessé de manger, ses yeux sont devenus rouges. Papa a soupiré sans lever la tête. J'ai continué en expliquant que tout avait dépassé ma tolérance. Je l'ai protégé trop de fois. Il y a 3 ans, j'ai pris la dette et acheté une nouvelle maison. Et maintenant, vous deux vivant dans la camionnette, je ne peux pas continuer à faire ça. Ma voix a légèrement tremblé, non pas de peur, mais de douleur. J'ai déclaré fermement que je ne pouvais plus le couvrir ni rester silencieux. Je vais dénoncer Lucas aux autorités. La loi doit s'en mêler. Il n'y a pas d'autre moyen. Mes mots ont eu l'effet d'un choc. Papa s'est figé, baissant la tête avec un profond soupir. Il n'avait plus la force de conseiller l'indulgence ou de me demander d'être clément comme il l'avait fait auparavant. De profondes rides sillonnaient son visage. Ses yeux étaient obscurcis par la fatigue. « Tu as décidé de faire ça » a-t-il murmuré d'une voix rauque. Il a compris que l'affaire avait franchi la frontière des liens fraternels ordinaires. Il avait été le père essayant de maintenir la famille unie. Mais maintenant, il savait que c'était impossible. « Je ne te blâme pas, fils. J'ai juste mal parce qu'au final, je n'ai toujours pas pu garder la famille intacte comme j'ai essayé. » Maman a fondu en larmes, submergée par la honte et le désespoir. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle serrait fermement la serviette. Comment notre famille en est-elle arrivée là? Que ai-je fait de mal?
Comment Lucas a-t-il pu devenir comme ça? Elle n'arrêtait pas de se blâmer, se lamentant sur la raison pour laquelle la famille était tombée dans cet état. Sa voix s'est brisée, entrecoupée de sanglots. Bien que le cœur brisé, elle ne s'est pas opposée à ma décision. Elle a juste hoché la tête en silence à travers ses larmes. J'ai serré maman dans mes bras, sentant son corps trembler. Le petit déjeuner s'est terminé dans un lourd silence, mais la décision avait été prise. Les actions ont suivi les paroles. Ce jour-là même, j'ai déposé une plainte auprès des autorités. J'ai conduit jusqu'au poste de police local de Chicago, le cœur battant de nervosité. Le poste de police était animé, les téléphones sonnaient, une odeur de café et de vieux papier flottait. Je me suis assis en face d'un officier d'âge moyen nommé Ramirez, qui a écouté mon histoire avec une expression sérieuse. J'ai fourni toutes les informations pertinentes sur la propriété de la maison, les documents à mon nom, les anciens reçus d'achat et la vente illégale de Lucas. Mon frère a falsifié des signatures et vendu la maison sans mon consentement, ai-je expliqué, la voix stable, mais les mains serrées. L'officier Ramirez a pris des notes et a hoché la tête. Nous allons enquêter. Nous aurons besoin de plus de preuves, mais cela semble sérieux. Les autorités ont agi rapidement et ont ouvert un dossier d'enquête. Les jours suivants ont été tendus, suffocants d'anticipation. J'ai reçu des appels de la police demandant des documents supplémentaires. Lucas a été convoqué pour interrogatoire. Je l'imaginais assis dans la salle d'interrogatoire, le visage pâle, forcé de présenter les papiers de vente. Ces documents avec les signatures falsifiées ont été envoyés à la police scientifique pour vérification. J'ai attendu les résultats comme si j'étais assis sur des charbons ardents, vérifiant constamment mon téléphone. Puis les résultats sont arrivés. La procuration et les signatures associées étaient falsifiées. L'officier m'a appelé. Nous avons des preuves. Cette affaire ira au tribunal. Mon cœur s'est emballé, un mélange de soulagement et de douleur. Le procès a eu lieu quelques semaines plus tard au tribunal de district de Chicago. La salle d'audience était froide avec des rangées de vieux bancs en bois et une odeur de papier et de sueur. Je me suis assis du côté du plaignant, à côté de l'avocat que j'avais engagé, un homme sérieux d'âge moyen avec d'épaisses lunettes. Lucas était assis du côté de l'accusé, portant une chemise froissée, la tête baissée. Mes parents étaient assis dans la galerie. Maman serrait fermement la main de papa, les yeux rouges. Le procès a été long, avec toutes les preuves de ma propriété légale, les documents d'achat d'il y a 3 ans, les reçus bancaires et le rapport de vérification des signatures falsifiées. Le procureur a présenté clairement. L'accusé Lucas Young a falsifié des documents pour vendre une propriété qu'il n'avait pas le droit de vendre, causant un préjudice à sa famille. L'avocat de la défense de Lucas a tenté de faire valoir que l'accusé était sous la pression de dette et n'avait pas l'intention de frauder, mais les preuves étaient accablantes. Le juge a déclaré la transaction invalide. La maison a été ordonnée de me être restituée, ce qui signifiait que mes parents pouvaient retourner dans leur ancienne maison. Quand le juge a frappé avec son marteau et déclaré « transaction nulle », propriété restituée au propriétaire d'origine, j'ai senti un fardeau se lever, mais aucune joie. Lucas a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont la falsification de documents, l'appropriation frauduleuse de biens et la transaction malhonnête. La peine, 2 ans de sursis avec mise à l'épreuve, de lourdes amendes et 200 heures de travaux d'intérêt général. Pas de prison, mais assez pour le faire réfléchir. Dans la salle d'audience, Lucas a gardé la tête baissée, le visage cendré, montrant pour la première fois une peur et une confusion claires. Plus d'évasion ni de rejet de la faute. Il semblait enfin saisir les conséquences réelles de ce qu'il avait fait. Il m'a jeté un coup d'œil, les yeux rouges, les lèvres bougeant silencieusement. Papa était assis tranquillement, le regard lourd, soulagé que la maison soit restituée et qu'il puisse retourner dans son garage familier et bricoler la vieille camionnette. Pourtant, peiné de voir son plus jeune fils sur le banc des accusés. Il tenait la main de maman. Ses épaules tremblaient légèrement. Linda pleurait en silence. La perte, non pas de la propriété, mais de voir la famille se briser sous ses yeux. Elle a couvert sa bouche, les larmes coulant. J'ai écouté le verdict avec un calme extérieur, mais à l'intérieur, je me sentais accablé. J'avais récupéré la maison pour mes parents. Je pouvais les ramener à Nipville et recommencer. Pourtant, je savais aussi qu'à partir de ce moment, notre famille ne serait plus jamais entière. Le lien fraternel était rompu. La confiance ne pouvait être réparée. En quittant le tribunal,
le vent froid m'a giflé le visage. J'ai regardé Lucas être emmené et je me suis demandé en silence si le prix n'était pas trop élevé. Puis j'ai réalisé que, aussi douloureux que ce soit, je n'avais aucun regret. Justice avait été rendue, et c'était la seule chose juste que je pouvais encore faire. Après le procès, mes parents sont retournés à la maison de Nippville le cœur lourd. Je les ai reconduits. Le trajet familier était maintenant d'un silence étouffant. Quand la voiture s'est arrêtée au portail, maman est sortie la première, ses mains tremblant en tenant la clé. La maison était exactement la même. Jardin luxuriant, clôture blanche, mais l'atmosphère à l'intérieur était complètement différente, comme une tombe froide et désolée. Je les ai aidés à réarranger leurs affaires, les vieux vêtements de la camionnette, les quelques objets éparpillés qui restaient. Papa a tranquillement replacé les livres sur l'étagère. Maman a essuyé la poussière de la table à manger, mais personne n'a parlé. Je pouvais clairement sentir le vide persistant après l'épreuve, comme un immense trou qui avait avalé les anciens rires. Chaque coin de la maison nous rappelait Lucas. Le canapé où il s'allongeait pour regarder la télévision. Le garage où papa lui avait appris à réparer les voitures. Maintenant, ces souvenirs n'étaient que douleur. Je les ai regardés un moment, le cœur serré, puis j'ai dit au revoir pour retourner à Chicago. Mon travail de steward m'appelait. Les longues journées de vol ont repris, les unes après les autres, de Chicago à New York, puis en boucle par Londres. La vie a progressivement repris son rythme familier. Vérifier les bagages, servir les passagers, sourire poliment, même si mon cœur était lourd. Là-haut dans l'avion, au milieu des nuages blancs, j'essayais d'oublier, mais les images du tribunal me hantaient encore. Lucas la tête baissée, maman pleurant en silence. Les nuits dans des hôtels inconnus, je restais éveillé à me demander si j'avais été trop dur. Mais je me rappelais alors que c'était le seul moyen de l'arrêter. Chaque fois que je rendais visite à mes parents, généralement le week-end ou entre deux vols, nous nous réunissions encore autour de la table du dîner. Maman cuisinait des plats familiers, de la viande rôtie, de la salade de légumes, du pain frais et chaud, mais les repas étaient devenus beaucoup plus silencieux, ressemblant plus à des cérémonies solennelles qu'à des réunions de famille. Personne ne mentionnait Lucas. Son nom était devenu tabou dans la maison. Si quelqu'un le laissait accidentellement échapper, l'atmosphère se glaçait instantanément. Papa parlait du temps. Maman me posait des questions sur mes vols, et je répondais brièvement, évitant l'espace vide à table. L'ancienne place de Lucas. J'ai vu papa vieillir visiblement, les cheveux complètement blancs, les pas lents et laborieux. Maman s'asseyait souvent en regardant par la fenêtre, les yeux lointains, comme si elle attendait quelque chose qui ne viendrait jamais. J'essayais de combler le silence avec des histoires joyeuses, mais au fond de moi, je savais que la fissure était trop profonde. Quelques mois se sont écoulés ainsi. Le temps s'est écoulé tranquillement comme une rivière, emportant la douleur, mais sans jamais l'effacer. Un soir de printemps, j'ai rendu visite à mes parents après un vol de Paris. L'air était frais, le vent portait le parfum des premières fleurs. Nous étions en train de dîner, du saumon grillé de maman avec des légumes à la vapeur, quand on a soudain frappé frénétiquement à la porte. Le son a résonné dans la maison silencieuse, me surprenant. Mon cœur s'est emballé. Qui cela pouvait-il être à cette heure? A chuchoté maman, le visage pâlissant. Papa m'a regardé, puis s'est levé lentement. J'ai repoussé ma chaise et je suis allé à la porte en premier, un mauvais pressentiment montant. Quand j'ai ouvert, Lucas était là, l'air décharné et débraillé. Vêtements froissés, joues creuses, barbe mal entretenue, yeux fous de panique. Il avait dépéri, les joues creuses, ressemblant à un fantôme errant. Il a balbutié mon nom d'une voix rauque, jetant constamment des regards par-dessus son épaule comme s'il avait peur d'être suivi. Mes parents se sont figés à la vue de leur plus jeune fils dans cet état, à la fois apitoyés et terrifiés. Maman a couvert sa bouche, les yeux rouges. « Que as-tu fait pour avoir si peur ?» Papa est resté immobile, agrippant fermement le cadre de la porte. Lucas a supplié d'entrer, la voix suppliante. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer. J'ai besoin de parler. » J'ai hésité une seconde, puis j'ai ouvert la porte plus grand et je l'ai fait entrer. La porte s'est refermée, le verrou a cliqué, mais la tension dans l'air semblait prête à exploser. Lucas est entré dans le salon, les jambes tremblantes, puis est soudainement tombé à genoux devant mes parents et moi. « Maman, papa, Dom, s'il vous plaît, écoutez-moi » a-t-il pleuré, des larmes coulant sur ses joues sales. Il nous a supplié de lui donner une chance de parler, d'être entendu,
sa voix brisée par les sanglots. Nous nous sommes assis, maman lui a versé de l'eau en tremblant, papa le fixant intensément. Lucas a avoué que pendant sa déchéance, il avait emprunté une grosse somme à la mafia pour continuer à jouer. Je pensais qu'avec quelques parties de plus, je regagnerais tout, mais les dettes se sont accumulées, a-t-il dit, la voix tremblante. Quand il n'a plus pu payer, les prêteurs ont commencé à le traquer, menaçant sa vie et même celle de sa famille. Ils ont dit qu'ils s'en prendraient à vous et à Dom si je ne payais pas. Lucas a raconté comment pendant des mois il avait vécu caché, déménageant constamment, dormant sur des bancs de parc, mendiant pour manger. Il n'avait pas osé rentrer à la maison de peur de nous impliquer, mais il rôdait près du quartier depuis des jours, attendant une chance de me voir, parce que tu es le seul qui puisse me sauver. Dans une honte totale, Lucas m'a supplié de l'aider une dernière fois, disant que sans argent pour payer la dette, il serait tué. Frangin, ils vont me tuer et peut-être toute la famille. S'il te plaît, aide-moi juste cette fois. Sa voix était désespérée, ses mains agrippant fermement ma chemise. J'ai écouté en silence, mon visage se durcissant alors que les souvenirs de ces 2 trahisons précédentes rejouaient clairement au ralenti. La première fois, l'hypothèque de l'ancienne maison, la seconde, la falsification de documents pour vendre celle-ci. Une vieille colère a surgi, mêlée de suspicion. Dis-tu la vérité, ou est-ce un autre mensonge pour me tromper, ainsi que maman et papa, à nouveau? J'ai refusé catégoriquement, la voix glaciale. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est un mensonge. Les 2 fois où tu m'as trompé m'ont laissé sans aucune confiance en toi. Lucas a paniqué, continuant de s'agenouiller et de supplier, se tournant vers mes parents pour obtenir de l'aide. Je vous en supplie, maman et papa. S'il vous plaît, parlez-lui. Je ne peux pas survivre comme ça. Il a sangloté, le corps tremblant. Robert et Linda ont regardé la scène avec une douleur atroce, apitoyés sur leur plus jeune fils déchu, autrefois leur fierté, mais terrifiés que le désastre n'entraîne à nouveau la famille dans l'abîme. Papa a baissé la tête en silence, se sentant impuissant car il ne pouvait plus protéger ses enfants comme avant. Il avait été le pilier, mais maintenant ne pouvait que soupirer. Que as-tu fait pour en arriver là, Lucas? Je ne sais plus comment te protéger. Maman a fondu en larmes, déchirée entre la peur de perdre son fils et le traumatisme de ce que Lucas avait causé. Elle a couvert son visage, les larmes coulant. Comment t'es-tu laissé aller à ce point? Je t'aime tellement, mais nous avons déjà presque tout perdu. Elle s'est tournée vers moi, tremblante, demandant s'il y avait un autre moyen de sauver Lucas sans détruire davantage la famille. Fils, y a-t-il un moyen? Je ne veux pas perdre mon plus jeune, mais j'ai si peur. J'ai regardé mes parents, voyant clairement la douleur et l'épuisement gravés profondément sur leur visage, des rides plus profondes, des yeux obscurcis par les larmes. J'ai regardé Lucas, sa silhouette émaciée et désespérée, dépouillé de toute fierté ancienne, maintenant juste un homme pitoyable. En moi a surgi un féroce conflit interne entre la raison et les liens familiaux. La raison avertissait, n'aide pas. La tragédie se répétera une 3e fois. Il vendra à nouveau la maison, empruntera plus, trahira à nouveau. Mais les liens familiaux murmuraient, c'est ton frère de sang, et si la mafia vient vraiment, qu'arrivera-t-il à maman et papa? Je craignais qu'Aidé ne nous piège à nouveau dans le même cercle vicieux. Mais en même temps, je ne voulais pas que mes parents soient entraînés dans le danger par des étrangers, des appels menaçants, des silhouettes sombres qui rôdent. À cet instant, j'ai compris que ma décision à venir déterminerait non seulement le sort de Lucas, mais aussi si cette famille avait encore une chance de se relever. L'air du salon était lourd. Les pleurs de maman résonnaient. Les soupirs de papa et les yeux suppliants de Lucas. Mon cœur battait à tout rompre, tendu comme si je me tenais au bord d'un abîme. J'ai regardé autour de la pièce, les photos de famille accrochées au mur, la table du dîner encore à moitié finie avec notre repas, et l'obscurité qui s'insinuait lentement par la fenêtre. Tout cela attendait silencieusement ma décision. La raison me disait de tourner le dos, de laisser Lucas assumer l'entière responsabilité de ce qu'il avait causé. Mais l'image de mes parents âgés tremblants de peur m'empêchait de le faire. Après un lourd silence, j'ai parlé, ma voix rauque de tension. D'accord, je t'aide cette dernière fois. J'ai regardé Lucas droit dans les yeux. Pas parce que je te fais encore confiance, mais parce que je ne peux pas laisser maman et papa continuer à vivre dans la peur que tu as créée. Lucas s'est effondré, pleurant sur place, un mélange de soulagement et de désespoir, les larmes coulant comme la pluie alors que son corps tremblait à genoux sur le sol. Il n'arrêtait pas de baisser la tête,
me remerciant profusément comme s'il avait peur que la décision ne s'évanouisse s'il disait la mauvaise chose. Son visage était déformé, ses yeux rouges me regardant avec gratitude mêlée de peur, comme un enfant perdu qui retrouve enfin le chemin de la maison. Mes parents ont poussé un soupir de soulagement comme s'ils venaient d'être tirés d'un abîme sans fond. Papa s'est affalé sur sa chaise, les épaules affaissées, mais ses yeux moins tendus, tandis que maman essuyait ses larmes, sa main tremblante saisissant la mienne. Une inquiétude persistait pourtant dans leur cœur. Je pouvais le voir dans la façon dont maman regardait Lucas, à la fois aimante et effrayée, comme si elle savait que ce n'était que temporaire. Mais écoute bien, ai-je dit fermement, me levant de ma chaise pour créer une certaine distance. C'était d'état sorti de conditions. Si tu ne fais pas exactement ce que je dis, j'arrêterai immédiatement de payer la dette. Pas de seconde chance, pas de négociation. Lucas a tressailli et a levé les yeux. Je sais. Je ne te décevrai plus. Je l'ai coupé, ne le laissant pas m'apaiser avec des mots familiers. Ne me dis pas ça. Je l'ai assez entendu. Cette fois, seulement des actes. Pas de promesses. Il a hoché la tête rapidement, la voix urgente. Oui, frangin. Tout ce que tu diras, je le ferai. J'ai énoncé la première condition, mon ton stable mais froid. Tu dois trouver un travail. Je t'en trouverai un vrai, stable avec un salaire mensuel. Je n'accepterai pas ces petits boulots que tu quittes après quelques jours. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si tu démissionnes en cours de route, je le saurai tout de suite. Et alors tout s'arrête. Lucas a dégluti difficilement et a de nouveau hoché la tête. J'ai continué sans pause. Deuxièmement, tu dois participer à un programme de désintoxication au jeu. Le centre que je choisirai, des rapports hebdomadaires, pas de séances manquées. J'ai souligné chaque mot. Une seule dérobade et je considérerai que tu as choisi de retourner à tes anciennes habitudes. Lucas a rapidement dit, pas question, frangin. Je promets que j'assisterai à toutes les séances. J'ai énoncé la dernière condition lentement mais de manière décisive. Je ne paierai la dette que par versement. Seulement quand je verrai de mes propres yeux la preuve que tu te conformes. Fiche de paie et confirmation du centre de désintoxication. Tout. Je l'ai regardé sans ciller. Je ne te donnerai pas une somme forfaitaire. Tu gagnes autant de progrès que je paie. Une erreur et c'est fini. Lucas s'est figé. La peur était visible sur son visage alors qu'il réalisait que ce n'était plus un sauvetage facile. Tu ne changeras pas d'avis, n'est-ce pas? A-t-il demandé doucement, presque en suppliant. J'ai répondu, la voix glaciale. C'est la seule fois que j'en discute. Après ça, il n'y aura plus rien. La pièce est tombée dans le silence. Finalement, Lucas a baissé la tête très bas. Je le ferai. Pas parce que tu paies, a-t-il dit doucement. Mais parce que si j'échoue cette fois, je sais que je perdrai tout. Maman a serré mon bras fermement, ses yeux pleins de gratitude mêlés de peur. Les larmes coulant à nouveau. Elle a serré plus fort, s'accrochant à ce dernier espoir. Papa a juste hoché la tête en silence, comprenant que cette décision était la dernière frontière entre sauver quelqu'un et détruire la famille. Il m'a regardé, les yeux obscurcis par l'âge, puis s'est tourné vers Lucas. Ne nous déçois plus. L'atmosphère du salon s'est progressivement calmée, mais une tension persistait dans l'air comme une bombe à retardement. Le lendemain, tout s'est enchaîné rapidement. Je me suis levé tôt, préparant un café noir fort pour rester alerte après une nuit blanche. Lucas avait organisé une rencontre avec les prêteurs, la mafia qu'il avait mentionnée, dans un café tranquille de banlieue à la périphérie de Nippeville. Je l'y ai conduit. Le trajet était silencieux, à l'exception des faibles nouvelles à la radio. Lucas était assis à côté de moi, se tordant les mains, le visage pâle d'anxiété. « Tu penses qu'ils accepteront ?» a-t-il demandé doucement, la voix tremblante. Je n'ai pas répondu, serrant simplement le volant plus fort, me concentrant sur la route. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère assez tendue pour être suffocante. Le vieux café avait des tables en bois marquées et une épaisse odeur de fumée de cigarette. Les prêteurs, 3 hommes costauds au visage balafré portant des blousons de cuir noir, étaient assis dans un coin isolé, leurs yeux scrutant comme des loups à la chasse. Quand nous sommes entrés, l'un d'eux a ricané. Le gamin et son grand frère ont enfin pointé le bout de leur nez. « Vous avez peur maintenant, hein ?» Je suis resté calme et maître de moi, m'asseyant en face d'eux sans montrer de peur, même si mon cœur battait la chamade.
Lucas a présenté les documents de prêt, les montants des intérêts et les échéances, ses mains tremblant en les posant sur la table. Les papiers froissés montraient une dette énorme, des dizaines de milliers de dollars, avec sa signature griffonnée. J'ai examiné chaque détail attentivement, parcourant les taux d'intérêt exorbitants et les clauses menaçantes, réalisant que ce n'était pas une histoire inventée pour mendier de l'argent. C'était la vraie mafia, avec des menaces qui pouvaient se transformer en actes à tout moment. La colère contre Lucas a de nouveau surgi, mais je l'ai réprimée et je me suis concentré sur la tâche. J'ai négocié directement, la voix égale. Je paierai la dette de mon frère, mais par versement, pas tout d'un coup. Voici le calendrier. J'ai fait glisser le papier que j'avais préparé détaillant les montants, les délais et les conditions de paiement. Des paiements mensuels progressifs basés sur les progrès de Lucas. Nous avons rédigé un accord écrit. J'ai insisté pour qu'il le signe sur le champ, ne faisant confiance à aucune promesse verbale. Les prêteurs étaient mécontents. L'un d'eux a grogné, « Pour qui te prends-tu pour fixer les conditions ?» Mais à la fin, ils ont accepté car refuser signifiait qu'ils ne récupéreraient peut-être rien. Tuer Lucas les laisserait les mains vides, et ils ont signé en ricanant, « D'accord, mais si tu es en retard, même d'un jour, nous rendrons d'abord visite à tes parents. » J'ai finalisé l'accord, ne promettant rien au-delà de ce qui était sur le papier, puis je me suis levé et je suis parti. En sortant, Lucas marchait derrière moi la tête baissée, la voix tremblante alors qu'il s'excusait et me remerciait à plusieurs reprises. « Merci, frangin. Je ne te décevrai pas », il n'arrêtait pas de le répéter comme une prière. Je n'ai pas répondu verbalement, j'ai juste hoché la tête une fois brièvement, les yeux fixés sur la route. Je savais que les excuses ne signifiaient plus rien maintenant sans acte pour les étayer. Dans mon cœur, la confiance n'était plus quelque chose que je pouvais donner. Elle devait être prouvée avec le temps. La voiture a filé vers Nipville. Le vent de printemps soufflait par la fenêtre, mais je ne sentais rien d'autre que le nouveau fardeau sur mes épaules. C'est la dernière fois, me suis-je dit. Et si Lucas échoue, je le laisserai tomber pour toujours. Dans les premiers jours suivant l'accord, tout s'est déroulé sous une tension contenue. J'ai permis à Lucas de rester temporairement chez mes parents, mais avec des conditions claires. Il devait être sous la surveillance de moi et d'eux, sans place pour les secrets ou les dérobades. Tu dormiras dans ton ancienne chambre, mais la porte restera déverrouillée, et maman et papa vérifieront à tout moment, lui ai-je dit en le ramenant à la maison, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. Lucas a hoché la tête vigoureusement, n'osant pas objecter. Son apparence décharnée persistait, mais une faible lueur d'espoir vacillait dans ses yeux. Mes parents ont accepté, bien que maman m'ait regardé avec inquiétude. « Es-tu sûr, fils ? Nous avons déjà assez souffert. » Je l'ai serré dans mes bras et j'ai murmuré, « Je suis sûr, maman. » Mais cette fois, j'ai le contrôle total. Je n'ai pas attendu. J'ai immédiatement arrangé pour que Lucas travaille comme employé d'entrepôt dans un centre logistique dans la zone industrielle en périphérie de Chicago, un endroit que je connaissais par un collègue. C'était un travail pénible, soulever et transporter des marchandises, approvisionner les étagères, horaire fixe du petit matin au soir tard, salaire versé directement sur un compte bancaire plutôt qu'en espèces, et pas d'environnement festif autour, juste des usines et des camions. Ce travail n'est pas facile, mais il te forcera à vivre selon un horaire régulier, ai-je dit en le conduisant à l'entretien. Lucas a regardé par la fenêtre et a murmuré. Je ferai de mon mieux. Le directeur, un homme sévère d'âge moyen, l'a regardé de haut en bas, puis a hoché la tête. Une semaine d'essai. Souviens-toi, ne sois pas en retard. J'ai attendu dehors, le cœur battant, me demandant s'il tiendrait le coup. Mais Lucas a obtenu le poste, et j'ai poussé un soupir de soulagement. La première étape était franchie. Lucas a commencé à travailler régulièrement, quittant la maison à l'aube quand il faisait encore sombre et rentrant tard le soir, le corps épuisé et les vêtements couverts de poussière et de sueur. J'ai vu le changement en lui dès les premiers jours. Plus d'errance car il était vidé après chaque service. Maman lui préparait souvent son déjeuner. Ses yeux s'illuminaient en voyant son plus jeune fils se lever tôt, proprement vêtu de son uniforme. Papa hocha la tête tranquillement en signe d'approbation et l'aidait parfois à nettoyer la moto, le véhicule qu'il utilisait pour se déplacer puisque je ne lui prêtais pas la voiture. En même temps, Lucas participait à un groupe de soutien hebdomadaire pour la dépendance aux jeux dans un centre en ville. Je l'ai conduit à la première séance, attendant dehors et captant de faibles bribes de discussion à l'intérieur. Chaque semaine, je recevais des rapports de confirmation de présence du centre,
des emails détaillés sur sa participation et ce qu'il partageait. Il fait des progrès et s'adapte mieux à cet environnement, disait le premier rapport, et je l'ai relu, le cœur battant d'un mélange d'espoir et de doute. Pour être certain, je passais des appels surprises à Lucas à des moments aléatoires sans prévenir. Parfois à midi pendant qu'il travaillait, « Comment ça va aujourd'hui ? Quels sont tes progrès ?» Il répondait à la hâte, la voix fatiguée mais sincère. « Je transporte des marchandises, frangin. Tout va bien. » Parfois tard le soir quand il rentrait, « Où es-tu ? Raconte-moi ton emploi du temps d'aujourd'hui. » Mes parents rapportaient ce qu'ils observaient quotidiennement. Allées et venues ponctuelles. Une attitude plus humble. Lucas s'habituant progressivement à la discipline. Gardant sa chambre rangée, aidant maman avec la vaisselle sans se plaindre. Il change pour le mieux, fils, a murmuré maman au téléphone un soir, la voix tremblante d'émotion. J'ai souri faiblement, mais à l'intérieur, je restais anxieux. Était-ce réel ou juste une façade ? Peu à peu, Lucas s'est installé dans une routine plus stable, sans plus d'éclats impulsifs ou de disparitions inexpliquées. Pas d'appels tardifs de bar, pas d'odeur persistante d'alcool. Il a commencé à m'envoyer des photos de son premier salaire mensuel. Une somme modeste, mais gagnée par lui-même. Je vais économiser pour acheter d'abord un cadeau à maman et papa, a-t-il texté, et j'ai répondu brièvement. Bien. Continue comme ça. Chaque fois que je rendais visite à mes parents, généralement le week-end entre les vols, nous nous réunissions à nouveau pour les repas. Les dîners n'étaient plus aussi lourds qu'avant, des rires doux occasionnels émergeaient, comme lorsque papa racontait de vieilles histoires de notre enfance, et Lucas riait doucement sans interrompre. Maman préparait son rôti de viande signature, et pour la première fois depuis des mois, elle a vraiment souri, ses rides s'adoucissant. Notre famille va mieux, a-t-elle dit en caressant les cheveux de Lucas. J'ai remarqué que mes parents souriaient davantage, leurs yeux moins tendus, comme si un fardeau avait été partiellement levé. Papa s'asseyait souvent dans le garage, bricolant des voitures aux côtés de Lucas, lui apprenant à faire la vidange pendant des après-midi paisibles. Maman partageait comment les voisins le louaient. Ils voient Lucas aller travailler régulièrement et disent que le garçon a changé. Lucas parlait moins et écoutait plus, ne discutant plus ou ne résistant plus comme avant. Quand je l'ai interrogé sur le programme de désintoxication, il a partagé des détails. Aujourd'hui, le groupe a parlé des tentations. J'ai partagé mon ancienne histoire. Maintenant, c'est difficile, mais je vais essayer encore plus fort. J'ai vu les premiers signes de maturité chez Lucas, bien qu'encore maladroit et lent. Comment il s'excusait d'être un peu en retard. Comment il lavait ses propres vêtements. Comment il me demandait des nouvelles de mon travail au lieu de se concentrer uniquement sur lui-même. Après un certain temps, environ 3 mois, avec un revenu stable, Lucas a suggéré de déménager pour louer une chambre près de son lieu de travail. Ce sera plus pratique pour le travail, frangin, et je ne veux pas continuer à perturber la routine de maman et papa, a-t-il dit un soir à table. Sa voix était sincère, ses yeux rencontrant les miens sans dérobade. J'ai pesé le pour et le contre avec soin, restant éveillé toute la nuit, équilibrant les risques et les opportunités. Si tu déménages, la surveillance reste la même. Rapports hebdomadaires et contrôles surprise, ai-je dit, et il a immédiatement hoché la tête. Mes parents ont d'abord hésité, mais ont finalement accepté, et je l'ai aidé à trouver une location bon marché près du centre logistique. Le jour du déménagement, Lucas les a serrés dans ses bras, la voix étranglée. Je promets que je viendrai souvent. Depuis que Lucas a déménagé, de petits changements ont commencé à apparaître, me faisant observer anxieusement. Il y a eu des moments où j'ai appelé et il a répondu plus lentement que d'habitude. Le téléphone a sonné plus longtemps, sa voix légèrement essoufflée. J'étais sous la douche, frangin. Je n'ai rien dit, mais j'en ai pris note mentalement. 1 ou 2 fois, le centre de désintoxication a signalé qu'il avait demandé une dispense de séance. Quand j'ai demandé, il a dit que c'était dû à un changement d'équipe. Le travail de nuit m'a épuisé, alors j'ai sauté une séance, a-t-il expliqué, la voix désinvolte, mais je me sentais mal à l'aise. Mes parents ont dit qu'il rendait visite moins souvent, invoquant toujours le travail. Il appelle et dit qu'il viendra le week-end, mais ensuite quelque chose d'imprévu arrive, m'ont-ils dit avec inquiétude. Maman a murmuré, qu'en penses-tu ? Est-ce qu'il va bien ? Je les ai rassurés, mais à l'intérieur, cette inquiétude familière revenait comme une ombre menaçante. Je n'avais aucune preuve concrète pour suspecter quoi que ce soit.
Les chèques de paie arrivaient toujours régulièrement. La plupart des rapports de désintoxication étaient positifs, et quand je passais à sa location à l'improviste, tout était propre. Pas d'odeur d'alcool ou de bulletin de Paris, mais un silence prolongé pouvait parfois être plus effrayant que des erreurs bruyantes. Les appels se sont raréfiés, les messages plus courts, et j'ai commencé à me demander, Lucas cache-t-il quelque chose, ou est-il simplement fatigué? À chaque vol, je m'asseyais en regardant les nuages, et l'inquiétude montait. Tout a commencé à dévier de la trajectoire initiale, lentement mais sûrement, comme une petite fissure sur un pare-brise qui s'étend progressivement en toile d'araignée. Au début, ce n'était que des détails mineurs. Un appel que j'ai passé pendant la pause déjeuner qui a sonné longtemps avant de tomber sur la messagerie vocale, suivi quelques heures plus tard d'un texto. J'étais en réunion, frangin. J'ai vérifié le programme de désintoxication par email du centre et j'ai remarqué que Lucas n'y assistait plus régulièrement. Des séances manquées sans préavis avec des notes vagues comme « affaires personnelles ». Mon cœur s'est emballé en lisant les rapports, mais quand j'ai appelé pour demander, il a juste forcé un rire au téléphone. J'étais trop fatigué, alors j'ai changé pour une autre séance. C'est bon, frangin. Sa voix semblait normale, mais il y avait quelque chose de tendu qui me laissait mal à l'aise. J'ai décidé de contacter son lieu de travail, le centre logistique, pour vérifier. Quand j'ai appelé le directeur, il a soupiré au téléphone. Lucas, il ne vient plus régulièrement. Il demande souvent des congés, saute même des services sans préavis. Nous l'avons averti, mais il n'écoute pas, ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac, me laissant figé dans mon appartement de Chicago, serrant le téléphone si fort que ma main me faisait mal. Les week-ends où je rendais visite à mes parents à Nippville, Lucas apparaissait beaucoup moins souvent, ne passant plus avec de petits cadeaux ou des histoires joyeuses comme avant. Il dit qu'il est occupé par le travail, m'a dit maman, sa voix inquiète, les yeux regardant par la fenêtre comme si elle attendait. Papa a secoué la tête. Peut-être que le garçon est vraiment fatigué. Mais je pouvais clairement voir l'inquiétude dans leurs yeux, et en moi, la suspicion grandissait. Une fois, Lucas est apparu brièvement un après-midi de week-end alors que j'étais chez mes parents à réparer le garage. Il est passé, les vêtements froissés, des cernes sous les yeux, et n'est resté que quelques minutes. Je suis venu voir maman et papa, a-t-il dit, la voix évitant mon regard. Je l'ai pressé tout de suite. Pourquoi as-tu été si mauvais pour faire tes rapports? Comment va le programme de désintoxication? Le travail va bien? Lucas a répondu vaguement, invoquant la fatigue ou les changements d'équipe. Je suis épuisé, frangin. Beaucoup de travail de nuit. Je t'en dirai plus demain. Quand j'ai creusé plus profondément. Où est le rapport de désintoxication de cette semaine? J'ai besoin de le voir. Il s'est irrité, évitant mes yeux, le visage rougissant. Arrête de me contrôler comme ça. Je suis un adulte. Son ton était sec. Puis il s'est levé brusquement, a dit un au revoir précipité à mes parents et est parti en trombe, claquant la porte. Je suis resté là, le cœur battant, le sentiment familier de dérobade revenant, tout comme les fois précédentes où il avait menti sur les dettes et le jeu. J'ai commencé à reconnaître ces signes familiers comme une vieille chanson qui résonne, esquivant les questions, des excuses vagues, une irritabilité lorsqu'on le presse. Un sentiment lourd s'est installé en moi, même si je n'avais toujours aucune preuve concrète, pas de bulletin de Paris, pas d'odeur d'alcool au téléphone. Mais l'inquiétude s'est accumulée, me tenant éveillé la nuit dans des chambres d'hôtel après les vols, mon esprit tourbillonnant. Fait-il une rechute, me suis-je demandé, imaginant le pire. Lucas de retour au casino, de nouvelles dettes s'accumulant et tous mes efforts, l'accord avec la mafia, la surveillance mensuelle, s'effondrant en rien. J'ai intensifié mes contrôles, appelant plus à l'improviste. Mais chaque fois qu'il répondait, sa voix devenait plus distante. Puis un soir, après un long vol de New York, j'ai décidé de visiter l'appartement de Lucas à l'improviste. Une pluie fine tombait. Le vent froid me piquait le visage alors que je traversais la banlieue de Chicago. Des lampadaires jaunâtres se reflétant sur la route mouillée. Mon cœur battait la chamade, tendu comme si j'anticipais une tempête approchante. Quand je suis arrivé, le vieil immeuble de location était principalement sombre, seules quelques fenêtres étaient éclairées. La porte de Lucas était entr'ouverte, non verrouillée, le premier signe qui m'a troublé. Je l'ai poussé. Les gonds ont grincé bruyamment dans le couloir silencieux. La scène devant moi m'a laissé stupéfait, comme si j'avais été frappé par la foudre.
Lucas était affalé sur le vieux canapé dans une stupeur ivre, respirant lourdement, des ronflements mêlés de marmonnements incohérents. Son visage était rouge, ses cheveux en désordre, ses vêtements froissés et puant l'alcool, la poussière et la sueur. Éparpillés sur la table et le sol se trouvaient des bulletins de paris, des billets de football, des reçus de casino aux chiffres rouges criards, mêlés à des bouteilles d'alcool vides qui roulaient, de nouveaux documents de prêt avec des signatures griffonnées, tout était chaotique comme un champ de bataille. La pièce était épaisse de l'odeur d'alcool, de fumée de cigarettes rassis et de sueur aigre. Je suis resté figé pendant quelques secondes. Le choc s'est rapidement transformé en une rage déferlante, brûlante comme le feu. Tous les efforts précédents, les mois de surveillance, l'accord avec la mafia, le faible espoir se sont complètement brisés à cet instant. Mes mains se sont serrées en poings, douloureuses de tension. Je me suis précipité et je lui ai secoué l'épaule violemment. « Lucas, réveille-toi tout de suite » ai-je grogné, la voix basse mais tendue, luttant pour contenir la colère qui bouillait dans ma poitrine. Lucas a ouvert les yeux, groggy, le regard brouillé par l'alcool. Il a cligné des yeux à plusieurs reprises, essayant de se concentrer sur moi. « Pourquoi es-tu ici » a-t-il dit lentement, la voix rauque. Je dormais. « Pourquoi fais-tu tant de bruit » Je lui ai saisi le col et je l'ai tiré vers le haut. « Regarde cette pièce » ai-je dit, la voix tremblante de fureur. « Regarde ces bulletins de paris. Regarde les bouteilles. Regarde ces tout nouveaux papiers de prêt. C'est ce que tu appelles essayer ? C'est comme ça que tu rembourses maman et papa et moi. » Lucas a respiré lourdement. Ses yeux ont vacillé un instant avant de devenir provocateurs. « Tu ne comprends pas » a-t-il dit plus fort, la voix devenant aiguë. « Tu me regardes toujours de haut, me jugeant. Sais-tu à quel point c'est lourd d'être contrôlé tous les jours, chaque appel, chaque rapport ? Parce que tu n'as jamais réussi à te débrouiller tout seul. Tu es un homme sans colonne vertébrale, faible et lâche, ai-je rétorqué, la voix basse mais tranchante. Si tu le pouvais, je n'aurais pas à être ici. Lucas a repoussé ma main, se levant en titubant, le visage rouge. J'en ai marre, a-t-il crié, marre de devoir toujours te prouver ce que je fais, où je suis, si je suis sage. Je ne suis pas ton prisonnier. Tu n'es pas mon prisonnier, ai-je interrompu. Tu es quelqu'un à qui on a donné chance après chance, et à chaque fois tu la piétines. Lucas a ricané, un sourire tordu et amer. Au moins, je vis à ma façon. Pas toujours en baissant la tête, en suivant tes ordres comme un moins que rien. Ce n'est pas vivre, ai-je dit lentement, chaque mot lourd. C'est toi qui te détruis et qui entraîne maman et papa avec toi. Réalises-tu ce qui leur serait arrivé si je n'étais pas intervenu ? Lucas a hurlé, la voix craquant d'ivresse et de désespoir. Assez. Je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton contrôle ou de ta pitié. Va-t'en. La pièce est tombée dans un silence de mort après cela. J'ai regardé Lucas pendant longtemps, comme si je regardais un étranger. Finalement, j'ai relâché ma prise et j'ai reculé. Ma voix est devenue glaciale. Très bien. Vis ta vie comme tu l'entends. J'ai fait une pause, croisant son regard directement. Mais n'entraîne plus jamais maman et papa avec toi. J'ai tourné les talons et je suis parti. La porte a claqué derrière moi, clôturant une conversation qui, je le savais, n'avait pas de retour possible. Sur le chemin du retour, la pluie tombait à verse. Le pare-brise était flou d'eau, mais je ne l'ai pas essuyé, conduisant simplement dans une rage aveugle. Je savais que j'avais atteint la dernière limite. Plus de pardon, plus de sauvetage. Quand je suis arrivé chez mes parents à Nippeville, il était tard, mais je leur ai tout raconté, la voix brisée par l'émotion. Mes parents étaient assis dans un silence stupéfait, incapables de parler, le visage pâle sous la lumière du salon. Maman a pleuré, les larmes coulant de manière incontrôlable, sa main tremblante couvrant sa bouche comme si elle avait peur que les sanglots ne s'échappent. Papa a baissé la tête très bas, les épaules affaissées sous un poids invisible. Ses yeux étaient rouges mais secs, ne laissant échapper qu'un long, profond et las soupir, comme si les mots étaient devenus vides de sens. Je les ai regardés et j'ai réalisé qu'à chaque fois que Lucas retombait, ceux qui supportaient les conséquences les plus lourdes étaient toujours mes parents. Les nuits blanches d'inquiétude, les larmes de déception, la santé usée par le stress. Une dure vérité a émergé dans mon cœur. Tout le monde ne peut pas être sauvé, même quand on a fait tout son possible. Je les ai serrés dans mes bras,
sentant leur corps fragile, et je me suis juré silencieusement qu'à partir de maintenant, je les protégerais, même si cela signifiait couper les ponts avec Lucas pour toujours. Les jours qui ont suivi se sont écoulés dans un lourd brouillard. Je suis retourné au travail, les vols s'enchaînant les uns après les autres dans un cycle sans fin de Chicago à Los Angeles, puis de retour à New York. À chaque décollage, j'essayais d'occuper mon esprit avec les listes de passagers, les contrôles de sécurité, le service des repas, n'importe quoi pour oublier l'image de cette chambre de location chaotique. Mais tard dans la nuit dans des hôtels inconnus, les souvenirs revenaient sans cesse, l'odeur suffocante d'alcool, les bulletins de Paris éparpillés, et la voix criarde de Lucas résonnant dans ma tête. J'appelais mes parents tous les jours, essayant de garder ma voix stable, comme si tout allait encore bien. « Comment allez-vous, maman et papa ? Mangez-vous correctement ? Demandai-je, bien que je devine déjà la réponse. À l'autre bout du fil, maman répondait lentement, sa voix faible et tremblante. « Nous allons bien, fils. Ne t'inquiète pas. C'est juste que parfois je pense à Lucas, me demandant comment il va maintenant. » Papa a pris le téléphone, sa voix basse et brève. « Concentre-toi sur ton travail, fils. Nous pouvons nous occuper des choses ici. » Je pouvais entendre les pauses dans leurs paroles, comprenant qu'ils essayaient de cacher leur douleur pour que je ne m'inquiète pas. Et je faisais de même, dissimulant mon propre vide, la douleur d'avoir tant espéré, pour faire face à une autre déception. Lucas a disparu après cette dispute. Pas d'appel, pas de message, pas de retour à la maison. Je ne l'ai pas cherché, ne voulant plus m'impliquer. Mais l'inquiétude persistait tranquillement chaque jour. Les prêteurs viendraient-ils nous chercher ? Mes parents seraient-ils entraînés ? Pourtant, au fond, le remords brûlait toujours, couvant, persistant comme une blessure qui n'avait pas guéri avant d'être à nouveau touchée chaque nuit. Puis, un après-midi d'été étouffant, je venais d'atterrir pour une escale après un long vol de Londres. Mon corps était épuisé, les yeux me piquaient par manque de sommeil, le dos me faisant terriblement mal après des heures de station debout et de service. L'aéroport OR était bondé, les annonces retentissaient, l'odeur de café mêlée au gaz d'échappement. Je traînais ma valise vers la zone d'attente, rêvant d'un long sommeil dans mon appartement de Chicago, mais mon téléphone a vibré dans la poche de ma veste. L'écran affichait Linda, ma mère. Mon cœur a battu un peu plus vite, un mauvais pressentiment s'insinuant. Pourquoi maman appelle-t-elle à cette heure ? Me suis-je demandé, puis j'ai répondu. Sa voix tremblait, se brisant au bout du fil. Ton père est parti. Rentre tout de suite. Je suis resté figé sur place, sentant comme si toute force avait été drainée de mon corps en quelques secondes. Le téléphone a failli me glisser des mains. Mes oreilles bourdonnaient. Le monde autour de moi s'est estompé. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Qu'est-il arrivé à papa ? Ma voix s'est brisée, incapable d'y croire. Mon père, l'homme fort qui m'a appris à conduire, qui m'a tenu quand maman était malade, était parti. Impossible. Il y a à peine une semaine, je l'avais emmené pour un contrôle de routine à l'hôpital local. Il plaisantait, racontait de vieilles histoires, même avec des conditions sous-jacentes comme l'hypertension et le diabète, mais il était alerte. Pas de signe dangereux. Je vais bien, fils. Ne t'inquiète pas, avait-il dit en me tapotant l'épaule. Et maintenant, il était parti. Maman sanglotait au téléphone. Crise cardiaque soudaine. Les médecins n'ont pas pu le sauver. Viens tout de suite. J'ai le plus besoin de toi maintenant. J'ai dégluti difficilement, essayant de rester calme au milieu de l'aéroport animé. Les passagers passaient comme des fantômes. J'arrive tout de suite. Tiens bon, maman. J'ai contacté d'urgence la compagnie aérienne, la voix tremblante en expliquant l'urgence familiale. Ils m'ont immédiatement retiré du planning et ont organisé le premier vol de retour vers Chicago. Heureusement, à quelques heures seulement. Sur ce court vol, je suis resté immobile, regardant les nuages blancs, mon esprit tourbillonnant de souvenirs. Papa m'apprenant le football dans le jardin, réparant la vieille camionnette, souriant à ma remise de diplôme. Pourquoi si soudainement ? Et Lucas, était-il impliqué ? De l'aéroport à l'hôpital, j'ai conduit comme un fou, les mains agrippées au volant, les phares perçant l'autoroute sombre. Mon esprit tournait des images de papa défilant comme un film, lui souriant, soupirant à propos de Lucas, serrant maman dans ses bras. Il y a à peine une semaine, je l'ai emmené pour un contrôle. Le médecin l'a examiné, a dit qu'il était stable,
qu'il devait juste prendre ses médicaments régulièrement. Aucun signe. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur. Le vent hurlait par la fenêtre fissurée, le cœur battant d'anxiété et de douleur. Pourquoi m'as-tu quitté, papa, ai-je murmuré, les larmes coulant. Quand je suis arrivé à l'hôpital, les néons étaient d'un blanc glacial. L'odeur de désinfectant m'a frappé le nez. Je me suis précipité à la réception, à bout de souffle. Mon père s'appelle Robert Young. Où est-il maintenant? Ils m'ont conduit à la salle d'attente familiale, un petit espace avec des chaises en plastique et des murs d'un blanc éclatant. Maman était assise tranquillement dans le coin, le visage décharné, les yeux rouges et gonflés, les mains serrant un mouchoir froissé. Quand elle m'a vu, elle a fondu en sanglots, se levant en chancelant pour me serrer fort dans ses bras comme si elle s'accrochait à son dernier soutien. J'avais mal mais j'ai essayé de rester calme, la tenant près de moi et la rassurant. Je suis là maintenant. Tout ira bien. Je lui ai caressé le dos, sentant sa chaleur fragile. Mes propres larmes sont tombées. Après qu'elle se soit un peu calmée, assise et essuyant ses yeux, j'ai demandé ce qui s'était passé, la voix rauque d'avoir retenu mes larmes. Maman a raconté, la voix brisée par les sanglots. Lucas est venu à la maison tôt ce matin, a demandé de l'argent, a dit que les dettes le pressaient. Nous avons refusé, dit que nous n'avions plus les moyens, et que nous ne pouvions plus continuer à aider comme avant. Elle a fait une pause, essuyant ses larmes, puis a continué. Lucas a été déçu. Puis le père et le fils se sont disputés. Papa l'a grondé, disant qu'il avait ruiné toute la famille. Lucas s'est mis en colère, leur lançant des mots durs sans contrôle. Au plus fort de la dispute, papa a soudain serré sa poitrine, son visage pâlissant, puis s'est effondré, une crise cardiaque trop soudaine. Maman a appelé frénétiquement les secours, mais tout s'est passé trop vite. Le temps qu'ils amènent papa à l'hôpital, il était trop tard. En entendant cela, la rage a déferlé en moi, mes mains se sont serrées en poings si fort qu'elles me faisaient mal, le sang montant à ma tête. Lucas. Encore Lucas, ce frère ruiné qui, après tout, est revenu mendier de l'argent. Et maintenant, il avait indirectement causé la mort de papa. J'ai grogné entre mes dents, me levant pour aller le trouver sur le champ, le cœur battant comme un tambour de guerre, la colère obscurcissant la raison. Mais maman m'a arrêté, agrippant fermement ma chemise, la voix tremblante. Il s'est enfui après que c'est arrivé. Tu dois rester et t'occuper des funérailles de ton père. Ne laisse pas la colère empirer les choses, a-t-elle pleuré, les yeux suppliants, et j'ai dû réprimer la fureur, me rasseyant pour la tenir, bien que le feu brûlât toujours dans ma poitrine. Nous sommes restés là pendant des heures à attendre les procédures, l'air froid de l'hôpital nous enveloppant. J'ai appelé la compagnie aérienne pour un congé prolongé et j'ai commencé à m'occuper des formalités administratives, des tâches mécaniques pour me distraire de la douleur. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard dans une atmosphère lourde au cimetière local de Nipville. Une pluie fine tombait. Un vent froid soufflait à travers les rangées de pierres tombales. L'odeur de la terre humide se mêlait aux fleurs funéraires. Des voisins et de vieux amis sont venus rendre hommage à l'homme bon qui avait vécu pour sa famille. Monsieur Smith du garage voisin. Madame Ruth Anderson, la voisine, quelques anciens collègues de papa. Ils ont serré maman dans leurs bras, murmurant des condoléances. Robert était un homme bon. Nous sommes tellement désolés. Je me tenais près du cercueil, les poings serrés, regardant papa, allongé paisiblement, le visage libre de douleur. Maman a pleuré tout le long, s'appuyant sur moi. J'ai essayé de rester stable, organisant tout, les fleurs, l'éloge funèbre, la musique funéraire. Pendant le service, alors que le prêtre lisait des prières et que tout le monde baissait la tête, Lucas est apparu en retard, se faufilant par l'arrière. Apparence chancelante, vêtements froissés, yeux rouges évitant tout contact, barbe mal entretenue. Quand j'ai vu Lucas aux funérailles, toute la rage refoulée depuis la mort de papa a explosé si intensément que j'ai perdu le contrôle. Je me suis précipité sur lui, lui saisissant le col et le poussant violemment contre les chaises derrière. Comment oses-tu te montrer ici, Lucas, ai-je rugi, la voix se brisant dans l'espace silencieux des funérailles. Après tout ce que tu as fait, tu as encore le culot de te tenir devant le cercueil de papa. Lucas a paniqué, luttant pour se relever. Écoute-moi, frangin. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne le pensais pas. Je le jure. Ces mots ont jeté de l'huile sur le feu. J'ai de nouveau bondi,
le renversant une fois de plus, et je l'ai frappé au visage, frappant et criant de désespoir. Tu ne le pensais pas? Tu t'es disputé avec papa jusqu'à ce qu'il serre sa poitrine et s'effondre. Tu lui as crié dessus, tu l'as poussé à bout, et maintenant tu me dis que tu ne le pensais pas, Lucas a crié en retour, se protégeant le visage tout en essayant de riposter. Je ne savais pas que papa était si malade. J'étais juste trop en colère. J'ai crié, la voix rauque. Tais-toi. Ta colère l'a tué. Si ce n'était pas pour toi, il serait encore en vie. Si tu n'avais pas détruit cette famille, papa ne serait pas mort dans un tel ressentiment. La bagarre a plongé les funérailles dans le chaos. Plusieurs hommes se sont précipités pour me retenir tandis que d'autres ont rapidement éloigné Lucas. Ça suffit. S'il vous plaît, arrêtez. Ce sont des funérailles, pas un endroit pour se battre. Maman a fondu en sanglots, se précipitant pour saisir mon bras. Fils, je t'en supplie, ton père ne voudrait pas voir ça. C'est alors seulement que je me suis arrêté. Mes mains sont tombées mollement. Tout mon corps tremblait de manière incontrôlable. La rage s'est estompée, laissant un vide suffocant de douleur. J'ai éclaté en sanglots, des sanglots éclatants dans la chapelle. Papa a essayé toute sa vie de garder cette famille unie, elle suffoquait, regardant Lucas avec des yeux désespérés. Et tu as tout détruit. Et puis tu te tiens là en disant que tu ne le pensais pas, Lucas n'a plus rien dit. Il s'est libéré de ceux qui le tenaient, s'est retourné et a fui les funérailles, se précipitant sous la pluie battante comme quelqu'un fuyant sa propre culpabilité. Le service a continué dans une atmosphère encore plus lourde. Les gens chuchotaient, mais je m'en fichais. J'ai accompli les dernières formalités pour papa, signant des papiers, arrangeant la tombe, raccompagnant les invités. Quand tout le monde a quitté le cimetière, silencieux avec seulement le crépitement de la pluie, je me suis tenu silencieusement devant la tombe de papa, regardant la pierre tombale gravée, Robert Young, les larmes coulant mêlées à la pluie. À partir de ce moment, j'ai réalisé que notre famille avait franchi une faille inguérissable. Papa parti, Lucas disparu, ne laissant que maman et moi dans un vide immense. Je me suis agenouillé, la main touchant la terre froide et humide, la voix chancelante. Papa, je suis désolé de ne pas avoir su tenir mon frère, d'avoir laissé les choses en arriver là. Je te promets de rester avec maman pour prendre soin d'elle à ta place. Le vent hurlait à travers le cimetière, portant un froid glacial et une douleur sans mots. Et à cet instant, j'ai compris que la vie à partir de maintenant serait différente, plus solitaire, plus lourde, mais ne me permettant plus d'être faible. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, j'ai pris un congé prolongé pour rester avec ma mère, mettant temporairement de côté le travail aérien familier que j'avais autrefois considéré comme une évasion de la réalité. La compagnie aérienne l'a approuvé immédiatement, peut-être parce que ma voix au téléphone semblait si épuisée, si désespérée. Je ne voulais pas quitter Nipville. Je ne voulais pas laisser maman seule dans la maison qui semblait maintenant vaste et vide, remplie des vides que papa avait autrefois occupés. Chaque matin au réveil, je la voyais assise à la table de la cuisine, tenant une tasse de café froid. Les yeux fixés sur le jardin où papa avait l'habitude de s'occuper des fleurs. Je me suis occupé de tout dans la maison. Nettoyer le garage plein d'outils de papa, organiser les papiers du testament, même cuisiner les repas simples qu'elle aimait. Soupe de poulet, pain grillé avec de la confiture de fraises. Dans ces matins silencieux, nous nous asseyions l'un en face de l'autre, parlant peu, seulement le cliquetis des cuillères contre les assiettes et le vent à l'extérieur de la fenêtre. Les nuits où elle ne pouvait pas dormir, je m'asseyais près de son lit, lui tenant la main, racontant de vieilles histoires sur mes vols, les villes que j'avais visitées, juste pour l'aider à oublier la douleur, même pour un instant. Je sentais sa main serrer la mienne fermement, comme si elle avait peur de lâcher prise et de perdre son dernier point d'ancrage. La perte rendait la maison oppressante de vide, comme une tombe vivante hantée par des souvenirs partout. Le canapé où papa s'asseyait pour lire le journal. Le garage avec la vieille camionnette poussiéreuse. Le salon où manquait son rire. Chaque coin l'évoquait, me serrant le cœur. Mais ma présence a donné à maman quelque chose sur quoi s'appuyer. Elle a commencé à manger plus, à sourire faiblement quand je racontais des histoires drôles de vieux vols, et même à sortir pour arroser les fleurs, bien que ses mains tremblent. Tu ressembles tellement à ton père, Dom, a-t-elle dit doucement un jour, la voix tremblante. Pas bruyant, pas bavard, mais toujours là quand quelqu'un a besoin de toi. Ses yeux étaient rouges, mais un faible sourire a traversé son visage. Je l'ai serré dans mes bras, sentant sa chaleur fragile, et je me suis juré d'être fort, pour elle,
pour ce qui restait de notre famille. Environ une semaine plus tard, alors que la douleur était encore vive, j'ai reçu une lettre manuscrite de Lucas. L'enveloppe blanche était froissée, postée d'un bureau de poste de banlieue. Pas de nom d'expéditeur, mais l'écriture familière a fait battre mon cœur. J'ai ouvert la lettre dans le salon, sous la faible lumière jaune projetant des ombres sur le sol silencieux. Puis je l'ai lu lentement à voix haute à maman. Chaque ligne semblait écrite dans une retenue désespérée, lourde et tremblante, comme si Lucas s'était arrêté de nombreuses fois pour ravaler ses larmes avant de continuer. Cher Dom et maman, j'écris ces mots parce que je n'ai pas le courage de vous faire face. Je regrette tout. Un regret qui arrive trop tard après la mort de papa. Je sais clairement que les mots que j'ai dits ce jour-là, cette colère incontrôlée, ont poussé papa à son dernier moment. J'ai fait une pause, puis j'ai continué, la voix baissant. J'admets tout ce que j'ai fait, le jeu, les mensonges, la trahison, et la destruction progressive de cette famille. J'espère que vous et maman pourrez me pardonner, même si je sais que je ne le mérite pas. Certaines erreurs ne peuvent être réparées. On ne peut que les porter toute sa vie. La lettre se terminait par des lignes plus courtes, plus lourdes que tout le reste. Je pars loin. Je choisis de quitter la famille pour ne plus vous causer de douleur, à toi et à maman. Je veux que vous viviez tous les deux en paix, même sans moi. S'il vous plaît, ne me cherchez pas, Lucas. Quand j'ai fini de lire, la pièce a sombré dans le silence. Seule la lumière jaune vacillante et un chagrin silencieux se propageant comme une blessure qui avait cicatrisé mais qui faisait encore mal en profondeur. Maman était assise immobile, les larmes coulant, les mains serrant la lettre jusqu'à la froisser. S'est-il vraiment repenti? A-t-elle murmuré, la voix tremblante? Je n'ai pas répondu, je l'ai juste tenue, le cœur déchiré entre la colère et la pitié. La lettre ressemblait à un adieu, et après elle, il n'y a eu aucune nouvelle directe de Lucas. Je n'ai pas cherché, mais de temps en temps, par de vieilles connaissances, un ami de lycée ou un ancien propriétaire de bar, j'entendais des bribes d'informations. Il disait que Lucas avait quitté la ville, peut-être en direction de l'ouest, faisant des travaux manuels simples comme des travaux de construction ou la cueillette saisonnière de fruits, vivant tranquillement dans des motels bon marché, se tenant à l'écart du jeu et de ses anciennes relations. Personne ne savait exactement où, seulement qu'il n'était pas retourné à ses anciennes habitudes. Pas de rumeurs de dettes, pas de sighting dans les casinos. Il a vraiment changé, Dom, a dit l'un d'eux. Mais j'ai juste hoché la tête, le cœur rempli de doutes mêlés à un faible espoir. 2 ans se sont écoulés comme une rivière lente, emportant une partie de la douleur, mais laissant de profondes cicatrices. Je suis retourné à la vie quotidienne et au travail. Les vols ont repris de Chicago à Paris, puis en boucle vers Tokyo. Au milieu des nuages blancs, j'ai appris à garder une saine distance avec le passé. Ne plus chercher quotidiennement des nouvelles de Lucas. Ne plus rester éveillé à penser à ses trahisons. Le travail est devenu une évasion, servir les passagers, sourire poliment, profiter de moments paisibles dans le ciel. Maman s'est progressivement remise. La douleur n'a pas disparu, mais ne la noyait plus au quotidien. Elle a rejoint un groupe de soutien à l'église, s'est occupée davantage des fleurs, et m'appelait même chaque semaine pour partager des histoires de voisins. Je vais mieux, fils, a-t-elle dit, la voix plus stable. Nous nous réunissions encore pour les fêtes, mais ne mentionnions jamais Lucas, son nom comme un fantôme lointain. À l'anniversaire du décès de papa, un après-midi d'automne frais, j'ai emmené maman visiter la tombe. Le ciel était couvert, des feuilles jaunes voletaient le long de la route menant au cimetière de Nippeville. Le cimetière était silencieux, seul le vent murmurant à travers les pierres tombales et nopalant sur le chemin de gravier. Maman tenait un bouquet de roses, les préférés de papa, serrant fermement ma main, la voix douce. 2 ans ont passé, fils. J'ai hoché la tête, le cœur lourd. Les souvenirs des funérailles refluant, la pluie, la bagarre avec Lucas, la douleur déchirante. En nous approchant de la tombe de papa, nous avons vu un homme agenouillé devant elle, les épaules secouées en silence. Il était mince, buriné, les cheveux longs et en désordre, vêtu simplement mais proprement. C'était Lucas, pleurant tranquillement, inconscient de la présence de quiconque derrière lui. Mon cœur s'est serré, la tension a monté. Après 2 ans, il était de retour. Maman s'est figée, la main couvrant sa bouche, les larmes coulant. Lucas a semblé nous sentir et s'est retourné. Son visage était décharné, mais plus obscurci par l'alcool. En reconnaissant maman et moi, il a paniqué, se levant brusquement, reculant instinctivement,
les yeux fuyants. Linda a appelé, la voix tremblante, mais assez claire pour l'arrêter. Ne pars pas encore. Reste au moins un peu. Je ne veux pas que tu partes comme ça. Lucas s'est arrêté, baissant la tête très bas, les épaules tremblant légèrement. Après un moment, il a parlé, la voix rauque et douce, comme s'il avait peur de briser le silence. Maman, Dom, je suis désolé. Je porte l'obsession de la mort de papa tous les jours. Je sais ce que j'ai causé. La trahison, blesser tout le monde, détruire cette famille. Je n'ose pas demander pardon. J'espère seulement que vous comprenez que je le regrette vraiment. Il a tout admis, les larmes coulant, mais n'a pas supplié. Il a juste raconté les 2 dernières années. Travail manuel, loin du jeu, vivant seul pour expier. Maman a écouté en silence, ne grondant ni ne pardonnant, hochant juste faiblement la tête. Je sais que tu as essayé de vivre décemment, et je crois que c'est réel. Mais certaines pertes ne peuvent être compensées. Tu les porteras toute ta vie. Entre nous, il y avait un lourd silence. Le vent soufflait, emportant les feuilles mortes, là où nous comprenions tous que certaines pertes sont irréparables. Certaines erreurs indélébiles. Et que ce lien familial, bien que le sang demeure, ne pourrait jamais redevenir ce qu'il était. Pas d'embrassade, pas de grand pardon, juste une reconnaissance silencieuse. Lucas s'est incliné une dernière fois, puis s'est retourné et s'est éloigné lentement du cimetière, sa silhouette s'estompant derrière les pierres tombales. Je suis resté à le regarder, me remémorant tout le parcours. De la confiance initiale quand Lucas a promis de changer il y a 3 ans à la première trahison avec l'hypothèque de la maison, la colère en découvrant la vente frauduleuse, la perte quand mes parents ont vécu sans abri, l'aide conditionnelle, le bref bonheur, la rechute, et finalement la mort de papa. Chaque moment comme un coup de couteau, de l'espoir au désespoir, de l'amour à l'abandon. Le vent a soufflé plus fort. Les feuilles ont tourbillonné autour de la tombe et j'ai réalisé que tous ceux qui changent ne le font pas pour être pardonnés. Lucas avait peut-être changé, mais trop tard, avec trop de dégâts, et toute aide ne devrait pas continuer éternellement. Parfois, laisser partir est la seule façon d'aimer. La leçon restante était les limites. L'amour ne signifie pas un sacrifice de soi inconditionnel, et le pardon n'exige pas de donner à quelqu'un une autre chance de vous blesser. Je l'ai appris à travers des années douloureuses, des vols solitaires, des nuits près de la tombe de papa. L'histoire s'est close dans le calme du cimetière, où j'ai compris que la chose la plus importante que je pouvais faire pour ma famille était de protéger ceux qui étaient encore là. Maman, avec son sourire fragile, et apprendre à libérer ceux qui ne pouvaient être sauvés. Nous sommes rentrés à la maison main dans la main. Le vent d'automne portait un nouvel espoir, bien que petit. La vie continuait, avec des cicatrices comme rappel, mais aussi la force d'avancer.